Bien le bonjour, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des socialismes utopiques. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'idéologies, de projets de société qui ont émergé à l'époque du début du capitalisme, avant Karl Marx. C'est donc pour ça que c'est également qualifié de socialisme pré-marxiste et qui du coup critiquait ce nouveau système capitaliste, les inégalités qu'il causait, le triste sort de la classe ouvrière à cette époque, mais qui n'était pas marxiste. Donc c'est pas une idéologie en particulier, c'est un ensemble, et en effet il y a eu un foisonnement d'idées différentes à cette époque, pour une raison très simple, c'est qu'on était au début du capitalisme, à l'émergence d'un nouveau système qui posait énormément de problèmes, parce qu'à l'époque on est vraiment un capitalisme sans aucune régulation au niveau des conditions de vie des travailleurs. Pour vous donner une idée, les enfants, même à 7 ans, ils pouvaient bosser parfois 15 heures par jour. Et sans que ça pose de problème, la loi le permettait. Il y avait des gens qui mouraient. Il y a un exemple d'une femme qui est morte après 26 heures d'affilée de travail. Elle est morte sur son outil de travail. Et des exemples comme ça, à l'époque, il y en avait plein. Par exemple, chez les potiers en Angleterre, l'espérance de vie était en dessous de 40 ans. Tellement que les conditions de travail étaient horribles. C'était vraiment la période noire, la plus noire de la classe ouvrière. Donc, face à ça, il est assez normal que des gens se sont dit c'est pas très cool, il y a des trucs qui vont pas trop, les gens qui meurent sur la machine, c'est pas génial, c'est pas super cool. Donc, des critiques ont émergé. Mais on était face à un système qui était nouveau, dont l'analyse était forcément limitée. Il fallait commencer à l'analyser en partant de rien, en ayant peu de recul sur ce système qui était nouveau, qui n'avait que quelques dizaines d'années, voire même encore moins pour les tout premiers socialistes utopiques. Donc forcément, il fallait défricher tout ça, et l'analyse s'en montrait limitée. Les projets de société alternatifs étaient pas forcément encore très réalisables. Et du coup, il y a eu à cette époque, énormément d'idées qui ont émergé, plus ou moins abouties. Marx, quand il est arrivé, qu'il a pu à la fois s'appuyer en partie sur ce qui avait pu être fait avant, qui avait défriché un peu le chemin, et à la fois il a pu s'appuyer sur les dizaines d'années de développement du capitalisme, avec donc plus de recul, il a pu analyser les premières crises du capitalisme, il a pu donc mettre en place le marxisme, qui est qualifié de socialisme scientifique. Et donc, pour se démarquer des socialistes qu'il y avait eu avant, il les a qualifiés de socialistes utopiques. Et cette qualification a été reprise globalement, et c'est celle que l'on voit aujourd'hui en cours, par exemple. Donc, maintenant qu'on a fait un petit contexte historique, présentation rapide, on va voir un peu qui c'est qu'il y avait dedans. Pas tout le monde, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu foisonnement, il y a donc énormément de gens qui ont écrit, qui ont pensé, et qui ont donc été à la base d'idées du socialisme utopique. Donc on va parler de quelques-uns importants. Et pour commencer, on va en voir un qui pour moi n'est pas vraiment classé dans les socialistes utopiques, mais Marx le classait dedans, et en cours, il est dedans. Il est dans cette catégorie-là, donc il faut que je vous en parle rapidement, même si pour moi, ça dépasse ce cadre-là. Il s'agit des idées de Proudhon, qui donc se distingue des autres socialistes utopiques par le fait que ça a donné une idéologie propre. C'est pas juste des idées qui ont été balancées par là et qui ont plus ou moins inspiré d'autres gens, mais sans vraiment créer une idée bien précise. Non, les idées de Proudhon, tout comme les idées de Marx, ont fondé une idéologie. Marx a fondé le communisme, Proudhon est à l'origine de l'anarchisme, et qui a été développé par de nombreux autres penseurs qui ont ainsi développé cette idée, cette pensée, par exemple Bakounine, Louise Michel et bien d'autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même devant une idéologie, je pense, très variée, mais qui a une base, il me semble, quand même assez solide. L'anarchisme et les idées de Proudhon ont clairement dépassé le cadre du socialisme utopique. Et du coup, je pense que ça mériterait d'être étudié à part. Donc on ne va pas vraiment s'attarder dessus. Je vais vous mettre le lien de quelques vidéos en description, peut-être dans les fiches, de gens qui en parlent, de gens et de documentaires également dessus, pour si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on n'en parlera pas plus, mais peut-être que dans une future vidéo, on en reviendra plus en détail afin d'en parler convenablement. Mais maintenant, passons aux doctrines qui, selon moi, méritent plus clairement d'être classées dans le cadre des socialismes utopiques, même si,
globalement, comme elles sont toutes très variées, le principe même de les regrouper peut être mis en question. Nous allons commencer par Saint-Simon. Il est issu d'une famille noble française. D'abord, il a été engagé dans l'armée. Il a par exemple participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Et il se mit par la suite à la philosophie, ce qui est plutôt une bonne reconversion. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui exposent ses idées. Celles-ci se basent sur plusieurs aspects. Déjà, il y avait une sorte d'éloge à la science, lui-même étant un admirateur de Newton, par exemple. Il avait foi dans le progrès social que pouvait apporter l'industrialisation. Il était également opposé au droit héréditaire, et pour lui, la société devait se fonder sur des collaborations libres entre individus qui devaient s'établir, et pas sur une idée d'individualisme. Ce qu'il défendait également, c'était une idée que c'était les producteurs qui devaient diriger la société, ce qu'on peut retrouver dans le marxisme, mais avec une différence, c'est que lui, les producteurs, ça regroupe les propriétaires d'entreprises et les ouvriers. Et les profiteurs, pour lui, c'était la noblesse et les clergés, les anciens ordres qui dirigeaient la société jusqu'à présent. Cette différence peut s'expliquer par l'époque où il écrit, du coup, puisqu'il a écrit également entre 1800 et 1825, donc à une époque où le capitalisme venait à peine de se développer, et donc où l'ancien antagonisme de classe entre l'aristocratie, le clergé et de l'autre côté le tiers-état était encore prégnant, et du coup ça peut expliquer pourquoi il mettait la bourgeoisie et le prolétariat dans la même classe, ce que le marxisme ne faisait pas du tout. Et il a utilisé une analogie qui est un peu restée pour qualifier cette opposition entre producteurs et oisifs, c'est l'analogie des abeilles, les producteurs, et les frelons, les oisifs. Donc voilà, ça c'est un peu un résumé de ce que disait Saint-Simon. Ensuite, on va traverser la Manche pour parler de Robert Owen, qui est un riche industriel britannique qui défendait lui aussi une organisation en communauté qui était basée sur plusieurs principes. Déjà, pour lui, l'éducation c'était très important. Pour lui, l'homme était façonné par son milieu, par son éducation, et donc il pensait qu'en effet, par l'éducation, on pouvait façonner les membres d'une communauté pour qu'ils puissent bien s'y inscrire. Donc on trouvait un peu l'idée d'un déterminisme culturel et social, que le marxisme a également repris. Pour lui, la communauté idéale devait être composée d'entre 500 et 3000 personnes, vivant dans des immeubles avec plusieurs pièces en commune, comme les cuisines et salles à manger, mais des appartements quand même particuliers où les parents pouvaient donc dormir, élever leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais après, ceux-ci devaient être éduqués par la communauté, justement, pour pouvoir les façonner dans le bon sens pour que la communauté fonctionne bien. Il ne doit pas avoir de propriété privée, selon lui. L'appartement de chaque couple est certes habité par lui, mais il n'en est pas propriétaire. Et il fallait que la communauté soit dirigée par les personnes les plus qualifiées. Ces communautés, pour Owen, devaient être chacune autonomes, subvenir à ses propres besoins. Donc on est plutôt sur une organisation différente de communautés autonomes et non pas sur une organisation globale. Ces idées intéressèrent une partie des élites de l'époque, mais son anticléricalisme lui mit rapidement à dos l'ensemble de la bonne société britannique, puisque bon, à l'époque, la religion quand même, c'est important, hein, faut pas déconner. Mais au-delà de ces idées un peu du coup classées dans l'utopisme, il fit également des réalisations un peu plus concrètes. Par exemple, dans les entreprises qu'il possédait, puisqu'il était un industriel, il augmenta quand même les salaires, il fit en sorte d'améliorer les logements de ses salariés, de développer l'éducation, etc., etc. Il se battit également pour faire passer des lois limitant le travail des enfants au Royaume-Uni, qui passa donc en 1819, même si la limitation restait très faible. Et il est également à l'origine des coopératives au Royaume-Uni. Mais, grande différence donc, entre lui et le marxisme, c'est qu'il ne croit pas à la lutte des classes. Pour lui, les patrons et les ouvriers doivent s'allier. Et ce qui, au final, au cours de l'histoire, là, c'est clairement utopique. L'histoire a donné tort à cette idée. Passons au suivant. Et on retourne en France, donc on retraverse la Manche, et on va parler de Charles Fourier. Lui, il est issu d'une famille commerçante, du côté de sa mère, et du côté de son père, c'est des notables de Besançon. Et il a de son côté écrit des ouvrages qui exposent sa pensée entre 1815 et 1820. Donc lui aussi décrit sa société idéale, qui s'organise autour de ce qu'il appelle les phalanstères, c'est des ensembles de bâtiments à usage communautaire, et qui se forment par la libre association d'individus, qui formeraient donc la base de la nouvelle société. Ça doit être regroupé à peu près 1500 personnes. Son phalanstère idéal, c'est 1620, qui vivent en communauté et qui vivent essentiellement de l'agriculture. Et pour lui, les relations entre les individus s'appuient sur une théorie qu'il a élaborée, la théorie des passions humaines.
parce que selon Fourier, les hommes et les femmes se classent en 810 catégories de caractères qui correspondent à autant de passions, de sous-passions, etc., etc. Et selon lui, c'est sur cette classification de caractères qu'il faut choisir les membres des phalanstères. Et c'est là qu'on retrouve le nombre idéal de 1620. Parce que vous voyez, 810, c'est-à-dire c'est une femme et un homme de chaque caractère. Donc 810 fois 2, 1620. On s'y retrouve. Donc voilà, ça c'est sa société idéale. Là encore, on retrouve l'idée de communautés autonomes qui vivent chacune de leur côté et pas un système global. Sinon, pour développer un peu ce qu'il pensait, il était opposé aux révolutions, parce que selon lui, ça amenait des violences. Il avait vécu la Révolution française, et donc il en avait été très critique à cause de cet aspect-là. Pour lui, les choses devaient changer avec la création d'un premier phalanstère qui, par son succès formidable, évidemment, c'était son idée, allait inspirer le monde entier et donc permettre l'extension de ce modèle. Et selon lui, c'est un modèle qui s'inspire de la théorie de la gravitation de Newton, puisqu'il prétend appliquer ces principes de gravitation aux relations humaines. Bon, là, on est un peu dans la pseudo-science, d'où un peu l'aspect utopique, mais en tout cas, c'est ce que lui disait. Mais globalement, il y a eu quelques tentatives d'appliquer cette idée, sans grand succès. Alors, suivant, et on reste en France, Étienne Cabet, qui est un homme politique français et qui fut le premier à parler de communisme, mais de communisme chrétien. Ce qui, bon, tranche un peu avec le marxisme et la religion et l'opium du peuple. Mais voilà, en tout cas, lui, il employait le terme de communisme en premier, même si voilà, c'était pas le même que le communisme marxiste. Il théorisait pour lui une ville idéale, qu'il appelait Icari. Il avait d'ailleurs écrit l'ouvrage Voyage en Icari, où il décrit donc cette ville idéale. Elle doit s'organiser sous la forme d'une république, où la propriété et les inégalités n'existent pas, et donc où il y a accès gratuitement à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation, etc. Et il y a eu plusieurs tentatives d'appliquer cette Icari, essentiellement aux États-Unis. Ainsi, en 1847, au Texas, une Icari fut fondée, mais rapidement, elle affronta des difficultés pour s'installer, le climat était difficile, il y a eu des dissensions internes, et elle se dissolut en 1848. Un an plus tard, Cabet, qui était venu aux États-Unis, tenta de fonder une nouvelle communauté en Illinois. Mais après un petit succès lors de ses débuts, elle éclata à son tour suite à nouveau à des dissensions. Cabet était un peu accusé d'autoritarisme, donc il y a eu une scission. Cabet partit de son côté fonder un nouveau truc, une partie restèrent en Illinois pour continuer. Mais ces tentatives-là périclitèrent finalement, et au final, c'est ce qui arriva à peu près à toutes les tentatives. Grand maximum, elles durèrent 10-20 ans avant de s'effondrer, ou d'exploser. Alors, on va passer au suivant, et maintenant c'est Sismondi, qui est également un Français. À l'origine, c'était un libéral, mais en 1819, il publia Les nouveaux principes d'économie politique, où globalement, il rompait avec les idées libérales économiques, puisqu'il considère que le libéralisme a apporté la misère et les inégalités, et il fut un des premiers avec cet ouvrage à proposer une meilleure répartition des richesses, ainsi qu'un système de sécurité sociale. Donc là, un peu précurseur sur ce point-là, puisque la sécurité sociale n'arrivait en France, par exemple, qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il dénonce également l'industrialisation, ce qui fait une grande différence avec Saint-Simon, puisque lui, au contraire, pensait que l'industrialisation allait apporter le progrès. Non, pour Sismondi, industrialisation et machinisme, ça ne profite qu'au patronat, donc il est plutôt pour un retour en arrière sur ce point-là. Il restait quand même néanmoins un défenseur de la propriété privée, mais il émit quand même quelques idées intéressantes, par exemple sur l'origine de la valeur qui se trouve dans la force de travail, qui inspirèrent Marx, qui le cite quelques fois dans le Capital. Et petite anecdote marrante sur Sismondi, il était marié à Jessica Allen, qui était la sœur de la femme de Darwin. Donc Sismondi était le beau-frère par alliance de Charles Darwin. Donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le socialisme utopique, mais je trouve qu'on trouvait ça marrant à préciser. Et on va finir avec un dernier exemple. Flora Tristan, qui était une militante socialiste et féministe du 19e siècle. Elle est d'origine franco-péruvienne, issue d'une famille de la petite bourgeoisie. Elle travailla d'abord comme ouvrière dans les imprimeries, sa famille n'étant pas assez riche pour qu'elle puisse s'en dispenser, et elle bossa également dans des filatures, et s'impliqua pas mal dans le débat d'idées qui traversait le mouvement socialiste dans les années 1840. Elle est connue par exemple Proudhon ou Fourier durant cette époque. Et elle s'est démarquée par sa volonté d'articuler
dans ses idées, dans un projet de société, l'émancipation des ouvriers et l'émancipation des femmes. Ce fut l'une des premières à proposer cette articulation-là. Elle publia par exemple l'Union ouvrière, qui est le premier ouvrage à dire que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, chose qui a été reprise par Karl Marx plus tard. Donc, citation, « C'est à vous, ouvriers, qui êtes les victimes de l'inégalité, de fait et de l'injustice, c'est à vous qu'il appartient d'établir enfin sur la terre le règne de la justice et de l'égalité absolue entre la femme et l'homme. » Donc voilà, on a fait un petit tour. Les socialistes utopiques, il y en a plein dont on n'a pas parlé. Par exemple, Babeuf, Leblanc, etc. Mais on a fait un petit tour pour voir un peu, se faire à peu près une idée de ce que ça représentait. Et on ne peut pas malheureusement parler de tout le monde, sinon cette vidéo ne serait plus qu'une longue énumération et ça ne serait pas forcément très intéressant, même si après on n'exclut pas de revenir sur certains par la suite, déjà ne serait-ce que sur du coup les idées de Proudhon et l'anarchisme. Mais pour résumer, on peut voir que globalement le socialisme utopique s'appuie sur l'idée de création de communautés idéales, autonomes, et non d'un système mondial alternatif au capitalisme qui est lui un système mondial. Leurs idées n'ont pas donné une idéologie précise, il n'y a pas une idéologie qui se revendique de Saint-Simon, de Fourier, etc. Mais elles ont planté des graines qui ont inspiré d'autres mouvements par la suite. Par exemple, les mouvements hippies ont pu s'en inspirer avec l'idée de communauté idéale, où on vit en collectivité, tout ça, tout ça. Certains mouvements écolos également ont de l'inspiration dans les socialismes utopiques. Pareil, cette idée de petite communauté autonome, un peu les idées par exemple de Sismondi sur un peu un retour à la nature, ont pu inspirer un peu l'écologie. C'est surtout empreint d'un humanisme, l'idée de vouloir améliorer le sort des plus précaires, mais rarement en s'appuyant sur les plus précaires, à l'exception de Flora Tristan. La plupart du temps, les socialistes utopiques vont créer du haut une société idéale, et non, à la différence du marxisme, vouloir s'appuyer sur la classe ouvrière qui va s'émanciper. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai qu'on est revenu sur un sujet qui est assez peu connu. On connaît un peu, parce que vraiment les pensées socialistes d'avant Marx sont très peu connues. Donc comme d'habitude, il y a les sources en description. Donc je vous invite à aller les consulter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la partager, ça aide. Vous pouvez poser des questions en commentaire, vous pouvez également apporter des compléments. Si on s'est trompé sur quelque chose, le dire, parce que ça peut arriver, hein, on n'est pas non plus des spécialistes. Et puis vous abonner si vous ne